Même si, paradoxalement, du côté de ChatGPT, la réflexion, il n'y en a aucune et l'intelligence non plus. Ils vont être définis. Alors certains parlent d'évolution, ça c'est ceux qui se veulent très rassurants. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle a fait son entrée dans les cabinets d'avocats. Ben, on va vers un monde où on ne pourra plus croire ce que l'on voit. Mhm. Euh, on disait, je crois que ce que je vois, on ne peut plus le dire. Nicolas Capt, bonjour. Bonjour. C'est un vrai plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler d'intelligence artificielle, de droit des médias et aussi de protection des données. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Alors, volontiers. Je m'appelle Nicolas Capt, je suis avocat à Genève, au barreau de Genève, avec une spécialisation un peu particulière de niche en droit des médias et de la réputation, et puis également en technologie et surtout en protection des données. Qu'est-ce qui t'a motivé ou intéressé dans cette spécialisation de droit des médias? Alors j'ai toujours eu un rapport très intéressé aux médias, à savoir que quand j'allais entamer ma carrière universitaire, mes études, j'avais hésité entre faire des études de lettres et de journalisme ou des études de droit. Et je m'étais dit, mais si je fais des études de journalisme, sur quoi est-ce que je vais bien pouvoir écrire? Et je m'étais dit, je vais faire droit. Et puis j'ai réussi toujours à conserver une petite activité parallèle, disons, parajournaliste. J'intervenais assez souvent dans la rubrique La vie de l'expert dans le temps pendant plusieurs années. J'ai actuellement une chronique auprès de Blick, donc j'ai gardé un petit peu ce goût de l'écriture et des médias en dehors de ma pratique professionnelle stricte. Je trouve d'ailleurs que tu as un style particulier et assez unique. J'ai pu lire deux, trois décryptages que tu as fait pour Blick. Est-ce que tu aurais un ou deux décryptages à nous partager aujourd'hui et peut-être aussi nous expliquer comment tu imagines les choses quand tu as une actualité, comment tu souhaites la présenter? Alors je crois que c'est un petit peu au gré du preneur, c'est que je regarde l'actualité et je regarde quel sujet pourrait être intéressant à traiter. L'idée au départ avec Blick, c'était de décrypter une actualité purement juridique. J'ai un petit peu étendu, c'est un petit Mm. peu juridique et société, mais il y a toujours quand même, ou presque toujours, un lien quand même avec le droit au sens large. Euh, alors, j'ai écrit beaucoup de chroniques, donc c'est difficile d'en choisir une. J'avais été assez interpellé par cette notion d'État souverain. Donc, c'est des citoyens qui, quand ils sont contrôlés, par exemple en France par la gendarmerie, ils disent je ne contracte pas, comme si finalement leur rapport à l'État était le fruit d'un engagement contractuel. Mhm. C'est assez étrange. C'est une mouvance qui est intéressante aussi d'un point de vue de droit des médias au sens large, parce que finalement, c'est sur Internet que ces gens se montent un petit peu la tête et se créent ce genre de groupuscule. Euh, une autre chronique que j'ai écrite récemment que je trouvais intéressante, était sur les caméras de surveillance algorithmique, avec toutes les questions de biais que ça suppose, donc tous les biais finalement que les personnes de couleur soient disons, assimilées à tel ou tel risque. Donc il y a tout un tas de biais que l'on connaît et on commence à utiliser pour les JO, et ça avait été testé lors d'un concert de Depeche Mode, d'avoir ces caméras algorithmiques. Je trouve une thématique intéressante, parce qu'à la fois ça répond à un besoin de sécurité, en même temps on sait très bien que ça fait naître un risque supplémentaire. Et puis la troisième, c'était que j'ai en tête, donc troisième exemple de chronique, une chronique sur le deepfake de Joe Biden aux États-Unis, que j'avais trouvé assez incroyable, parce que quand on pense deepfake, on pense surtout à des vidéos, à des images, et on pense moins à des deepfakes audio. Or, c'est vraiment ceux qui sont peut-être parfois même actuellement les plus convaincants. Et donc, il y avait un message automatique, un robocall qui avait été fait auprès des électeurs dans le New Hampshire qui disait c'est Joe Biden, votre président, surtout n'allez pas voter aux primaires, gardez votre vote pour novembre. Donc, vous voyez, vraiment l'influence, disons, sur la formation de la démocratie qui était vraiment devenue énorme. Donc, voilà trois exemples, c'est tout à fait arbitraire. Suite à ça, tu as des retours, des commentaires? Est-ce que la réflexion est lancée ou le débat est lancé? Oui, ça arrive. Alors j'ai parfois des retours. Je suis pas tout le temps à suivre dans les réseaux sociaux. Je vois pas toujours s'il y a quels sont les retours. D'autant qu'on peut pas commenter directement. Les articles de Blick n'a pas de rubrique commentaires, mais évidemment, c'est possible indirectement par les réseaux Mhm. sociaux, etc. Mais j'ai parfois des retours. Enfin, ceux qui m'intéressent le plus et auxquels je réponds, c'est quand c'est un retour qui est par mail, etc. Donc là, j'essaie d'interagir. Mais l'idée, c'est pas forcément de provoquer un débat. J'essaie pas vraiment de Mhm. provoquer une polémique, mais simplement d'avoir juste essayé d'avoir peut-être un angle de vue un peu différent, voilà, qui puisse aussi être compatible avec le ton de Blick, qui est un petit peu peut-être moins, plus irrévérencieux que d'autres médias, mais pour moi pas moins sérieux. On en est où au niveau des médias? Quel est l'état des médias, si on peut dire ça comme ça? Alors je pense que l'état des médias enfin,
on pourrait en parler pendant 3 heures. Je pense qu'il y a évidemment les difficultés que chacun connaît sur les difficultés financières, de financement, qui visent tant le secteur audiovisuel public, enfin, avec ces baisses de redevances. Enfin, à titre personnel, moi j'ai parfois, et je continue à le faire, parfois fait des procès au service public, mais je suis quand même attaché au service public. Je Mmh. pense que c'est important, que c'est nécessaire. Surtout en des temps un peu troublés où l'information se déplace sur les médias sociaux, pas toujours pour le meilleur. Mmh. Donc les médias doivent se réinventer, doivent trouver d'autres sources de financement, mais peut-être parfois doivent aussi entamer peut-être une autocritique qui n'est pas toujours faite autant qu'elle le devrait. Donc c'est un domaine très compliqué, évidemment très nécessaire. La liberté de la presse est essentielle. Et le bon journalisme nécessite des moyens, du temps, du professionnalisme, de l'autocritique. Et voilà ce que je peux en dire. Donc moi, j'interviens à la fois du côté de médias et de journalistes que je défends, et de mise en cause qui attaquent des médias. Donc, disons, j'aime bien avoir cette double casquette. Certains trouvent que c'est complètement insensé d'être des deux côtés, mais on n'irait pas demander à un avocat pénaliste pourquoi il défend que les plaignants et l'autre que les victimes qui s'annoncent comme telles. Enfin, il n'y a aucune raison. On ne doit pas faire un choix entre être d'un côté ou de l'autre. Je Mmh. trouve qu'on est très, très sain. On n'est pas pour ou contre le journalisme. On a un cas d'espèce dans lequel on doit se déterminer, c'est tout. Si on devait faire un décryptage rapide, de l'achat, du média, Twitter, anciennement Twitter X par Elon Musk et défendre cette fameuse liberté d'expression, est-ce qu'on pourrait avoir, un décryptage de ce qui s'est passé? Je sais il y en a beaucoup qui quittent la plateforme, je n'ai jamais trop regardé pour vraiment quelles raisons, mais en tout cas, c'est un lieu d'expression sans, censure, si je comprends bien. Ça nous emmènerait vers quoi? Bon, alors c'est annoncé comme tel sans censure. Maintenant, Mmh. évidemment que Twitter, en tout cas quand il agit en Europe, est soumis à des instruments européens qui s'appliquent. Donc il y a des règlements européens qui s'appliquent. Et en conséquence, Twitter n'est pas libre complètement. Enfin, mais l'idée, c'est d'avoir une plateforme, et c'est le côté un peu, en tout cas, il s'annonce comme tel, Mmh. libertarien d'Elon Musk. C'est bien à certains égards, parce que ça permet peut-être l'expression d'une parole qui n'est pas la parole commune. Maintenant, il est vrai que, enfin, de ce que moi je vois personnellement, les contenus qui me sont proposés, j'ai le sentiment qu'ils sont de plus en plus en marge. On est près de la post-vérité. Enfin, il y a quand même vraiment, on propose des contenus, disons, qui provoquent le scandale. Enfin, il y a une volonté visiblement de promouvoir des contenus pas forcément problématiques, mais des contenus clivants. Mmh. On sent que c'est l'engagement, évidemment, c'est les retweets, les likes, etc. On sent qu'il y a ce lien-là et qu'on ne va pas forcément promouvoir que de l'information de qualité, mais surtout ce qui provoque le plus grand engagement. Or, évidemment, ça ne coïncide pas toujours, Mmh. voire même peu souvent, malheureusement. Enfin, Donc on est moins dans enfin, on est dans la liberté on est dans une d'expression, mais avec liberté, des mais une algorithmes liberté qui, d'expression et une absence de censure ne veut pas dire une qualité de ce qu'on y trouve. Et c'est mmh. là quelques réserves. Tu es aussi spécialiste donc dans la réputation. Qu'est-ce que ça signifie dans le monde du droit? Bah, la réputation, je crois que c'est un droit de la personnalité, donc ça vise tant les personnes physiques que les entreprises, et c'est l'idée de protéger justement cette réputation, cet honneur. Mmh. On le fait au cabinet tant pour des personnes physiques, en général plutôt exposées, des politiciens, des célébrités, des chefs d'entreprise. Euh, et donc ça peut être des personnes physiques comme des personnes morales qui sont l'objet de ce qu'ils estiment être des attaques. Alors ça peut être des attaques par des blogs, ça peut être des attaques par aussi, disons, par le biais d'articles qui sont vus comme étant attentatoires à l'honneur. Donc il y a différents mécanismes qui peuvent être utilisés pour obtenir la correction d'un article, sa suppression, une interdiction de diffusion. Donc ça dépend un petit peu des cas. Maintenant, évidemment que c'est un juge qui décide s'il a lieu de prendre des mesures. Donc on peut demander des choses, elles ne sont pas toujours accordées. La liberté de la presse a évidemment une grande importance en Suisse, mais ça ne permet pas des atteintes qui dépassent l'admissible. Et Mmh. donc là, il y a beaucoup de travail à faire. Et comme je défends aussi des médias, donc ils se retrouvent dans la situation inverse, à savoir que des gens leur reprochent. Et je fais leur défense en justice pour des grands médias essentiellement, surtout des médias français qui se font attaquer en Suisse, mais pas uniquement. Quand on parle de réputation, ça m'emmène quand même vers les deepfakes. L'IA fait des prouesses, absolument, fabuleuses, enfin, dans l'animation de visages ou de voix. Vers quel monde on va justement si on n'arrive plus à différencier le réel du virtuel?
Et quels sont les impacts justement dans la gestion de cette réputation? Ben, on va vers un monde où on ne pourra plus croire ce que l'on voit. Mmh. On disait: «Je crois que ce que je vois, on ne peut plus le dire». Mmh. Parce que et au début, c'était relativement facile, un deepfake, on voyait qu'il y avait un décalage de 4 Mmh. secondes, on voyait bien qu'il y avait quelque chose d'un petit peu artisanal. Maintenant, c'est plus le cas, de moins en moins le cas, je parlais récemment avec Stéphane Duguin du Cyber Peace Institute qui me disait: «Mais de plus en plus, les outils de détection des deepfakes sont de moins en moins efficaces». Mmh. Donc on a une amélioration de la qualité des deepfakes et corrélativement une diminution de l'efficacité des outils de détection. Donc on va vers un grand problème. Et ça va vraiment être des possibilités de désinformation, d'atteinte, de diffamation, de calomnie qui vont exploser. Et non seulement donc ces atteintes à l'honneur, mais aussi d'autres types d'infractions qui existent déjà, mais qui vont trouver des paradis nouveaux, comme ce qu'on appelle l'arnaque aux présidences, qui est le fait de faire croire qu'on est le ou la CEO en vacances d'une entreprise, et puis qu'on donne des instructions au service comptabilité, etc. Donc pour l'instant, c'était par mail, c'était assez bien fait, on ambiançait un peu la personne, on la faisait contacter au téléphone et par mail par différentes personnes. Et maintenant, on a déjà vu un cas, je crois que c'est en Australie, où il y a eu un faux board meeting fait par un logiciel de vidéoconférence, et en fait c'était un deepfake. Et la personne a été totalement confortée en se disant: bah, il y a l'entier du conseil d'administration devant moi qui me demande de le faire, C'est fou. je les vois, je les connais, donc je vais le faire. Donc on va vers un monde où on aura besoin d'authentification très forte, et finalement par différents moyens humains et technologiques pour éviter de se faire prendre. Mais c'est sûr que c'est un changement de paradigme complet, les deepfakes, vraiment. À un niveau individuel pour la réputation, mais à un Mmh. niveau aussi de société pour l'influence. Il y a beaucoup, j'ai cité le cas de Joe Biden, mais il y a beaucoup d'autres cas de manipulation ou de tentatives de manipulation à des fins politiques. J'arrive à cette question sur la protection des données. Tu parlais d'authentification, mais aussi de protection des données. Quel est un petit peu où est-ce qu'on en est et pourquoi c'est important pour les citoyens, pour les entreprises, de protéger ou d'avoir une protection, de ces données personnelles? Bah, c'est important puisque si tel n'est pas le cas, elles peuvent être réutilisées à d'autres fins, possiblement malveillantes. Donc évidemment que, il y a un intérêt de protéger ces données. Il y a une obligation pour les entreprises de le faire, qui est plus forte maintenant avec la nouvelle loi révisée, qui est plus proche du règlement européen. Donc on est en Suisse, on fait les choses toujours de manière un peu amoindrie, mais enfin le signal est donné qu'on doit prendre la protection des données au sérieux. Puis il y a quelques modifications, à part le fait qu'on prévoit maintenant des amendes. Il y a des éléments en plus. On doit maintenant informer des violations de données le préposé fédéral. On a un certain nombre d'obligations complémentaires qui se sont ajoutées. Mais disons, c'est une thématique à prendre au sérieux. Et je pense que les entreprises maintenant prennent cette problématique au sérieux. Ce n'était pas toujours le cas par le passé. Est-ce que ça a un réel impact dans le sens où, je crois que les réseaux sociaux savent mieux, je ne sais plus si on est enceinte par exemple, mieux que son propre mari ou savoir ses intentions de vote et cetera. Enfin, on donne beaucoup, beaucoup de données et tout est digitalisé. Est-ce que finalement c'est pas une bataille un peu ancienne et qu'on doit réinventer un nouveau monde où les données sont de toute façon accessibles? Oui, bon, c'était un peu la prémonition de Mark Zuckerberg qui disait, je pense il y a une dizaine d'années, la vie privée n'existe plus. Simplement, les Mmh. gens ne se retrouvent pas là-dedans. Ils estiment toujours avoir une sphère intime, une sphère privée. Donc, disons, la conception des sphères de protection existe toujours. Maintenant, il est vrai que les gens ne sont pas forcément cohérents avec eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire, il faut absolument de la sécurité des données et en même temps, vous postez tout un tas d'informations personnelles sur les réseaux, parfois dans des profils ouverts, etc. Donc, il y a un peu il n'y a pas toujours de la cohérence entre le comportement et les souhaits, mais n'empêche qu'on doit trouver une situation qui est suffisamment protectrice, mais qui est en même temps réaliste. Enfin, c'est toujours la même chose, on doit trouver un entre-deux, un modus vivendi entre la nécessité d'avoir des données pour faire fonctionner des services que les gens par ailleurs demandent, et la Mmh. nécessité de les protéger. Donc c'est finalement une lutte et une tension permanente, mais c'est en réglant ces injonctions contradictoires qu'on arrivera à dessiner le monde de demain. Mais les enjeux sur les données vont continuer, vont s'accentuer et devront être traités. Ça me fait penser, des fois, c'est un petit peu au niveau des caméras, par exemple, si on a une voiture, électrique, de type Tesla, on peut actionner ces caméras, à distance, sur le téléphone et donc en fait, on filme l'extérieur. Mais les personnes extérieures n'ont pas Ouais. forcément donné
Ouais. Comment Et on ça n'a se même pas passe besoin d'avoir une finalement? Tesla pour ça, parce que finalement, ce qu'on appelle les dashcams, les caméras embarquées, Ouais. font exactement la même chose. Et c'est un traitement illicite. Maintenant, il n'y aura pas toujours, voire pas souvent de sanctions parce que les gens, précisément, ne savent pas qu'ils sont filmés. Mais il y a toute évidemment, on n'a pas le droit de filmer sans autorisation des gens. Ça pose un problème de protection des données, mais aussi de droit à l'image, de régimes qui coexistent et se superposent en large partie. Et au fond, on ne peut pas faire ça. Maintenant, le tribunal fédéral a élaboré des critères pour savoir si des caméras embarquées sont recevables, enfin des images issues de ces caméras sont recevables ou non dans telle ou telle procédure judiciaire. Et je ne rentre pas dans le détail, mais disons, par principe, on ne peut pas filmer les gens dans la rue sans leur autorisation, que ce soit avec son téléphone, avec une dashcam ou avec une caméra embarquée dans une voiture électrique. Le régime elle-même. Et les caméras qu'on pourrait avoir de manière, qui filment les rues, ça c'est aussi, ça rentre dans ce cadre-là ou c'est encore un Alors c'est un petit peu cadre différent parce différent? qu'il y a différents types de caméras qu'on peut rencontrer dans l'espace public. Je dirais qu'il y a les caméras d'entités privées mais qui filment une portion de la rue mais de manière légitime, typiquement une caméra de surveillance à un distributeur automatique de billets d'une banque. Donc c'est assez logique qu'il y en ait un, puis ça déborde un petit peu, donc ça filme. Et c'est utilisé parfois dans les enquêtes pénales. Enfin, on peut utiliser ce genre d'images. Et puis, il y a les caméras qui sont mises en place par les collectivités publiques et là qui répondent en général pas à la loi, enfin c'est pas la loi fédérale sur la protection des données, mais c'est les lois cantonales applicables à la protection des données qui s'appliquent aux entités publiques. Donc là, quand vous avez un bâtiment public qui a de la surveillance, mais il y a des règles, mais disons, le principe de base est qu'un particulier ou une entreprise ne peut pas s'arroger le droit de surveiller la rue. Des caméras qui sont immédiatement placées aux issues pour une banque, par exemple, ça pose pas de problème. Mais enfin, s'il y avait des caméras dans les 4 rues alentours qui filment de manière large, beaucoup plus large que simplement le coin du bâtiment, ça pose un problème. C'est une tâche c'est une tâche de police, c'est une tâche de l'État, c'est pas du tout une tâche des privés. Voilà un peu la ligne de démarcation. Et on a le droit d'accéder à ces images, etc. Il y a une obligation d'information qui n'est pas toujours très bien respectée, parce qu'on doit évidemment être en mesure de comprendre avant de rentrer dans le champ de la caméra qu'on y rentre. Oui. C'est pas une fois que vous êtes filmé depuis 10 minutes que vous dites « Ah bah zut, je viens de voir que je suis filmé ». Non, c'est avant de rentrer dans le périmètre qu'on doit le comprendre de manière très claire et sans doute possible. Ça doit être indiqué, ouais. Oui. Je sais que tu accompagnes plusieurs projets numériques dans les entreprises, donc plutôt sur un niveau stratégique et juridique. J'avais envie de te demander quels étaient un peu les points de vigilance à avoir, bien sûr dans ton domaine, pour des projets numériques dans les entreprises. C'est très difficile. Nous, on fait aussi beaucoup d'accompagnement, je dirais, étatique et para-étatique pour des gros déploiements de projets. Et c'est évidemment très dépendant des circonstances de chaque cas particulier. Maintenant, c'est vrai que toutes les questions de savoir où sont hébergées les données, qui a des accès, donc toute la question de la protection des données est vraiment très importante dans ce type de projet. Et puis évidemment, plus les données sont sensibles, plus il y a cette nécessité d'y être très attentif. Donc c'est vraiment aussi tout l'encadrement contractuel, les clauses de force, où est-ce qu'on peut agir, quel est le droit applicable, les clauses de règlement des différends, les possibilités, ce qu'on appelle les exit clauses pour sortir avant la fin du contrat s'il y a un problème, les questions de migration, parce qu'on est souvent un peu captif d'un système, et on doit prévoir la migration, savoir si ça tourne court, comment est-ce qu'on va pouvoir transférer les données à un autre prestataire, enfin tout ce genre de choses-là. Donc il y a beaucoup de points d'attention. Et les contrats dans le déploiement de grands projets sont de plus en plus complexes et nécessitent vraiment un examen très, très, très particulier et très spécifique. Est-ce que cette complexité juridique est en quelque sorte un frein à l'innovation pour certaines entreprises qui souhaiteraient mener des projets digitaux, ou est-ce que, en fait, finalement, si on remplit les cases, on y arrive? On n'est sans doute pas le pays qui impose le plus de contraintes. Enfin, comme je disais, la loi fédérale sur la protection des données est plus légère que le RGPD, elle va dans le même sens, elle a le même objectif. Mais disons, la matraque est moins grande. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, on parle de dizaines de millions possibles, voire davantage, d'amendes. En Suisse, c'est 250 000 francs d'amende au maximum. Pour un groupe international, c'est le budget des sucres pour le café. Enfin, il faut bien se rendre compte que c'est beaucoup en chiffre absolu. C'est extrêmement peu pour un groupe multinational qui fait
plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires. C'est évident que c'est un montant qui ne va pas être très dissuasif. Maintenant, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est l'impact en termes d'image. On a beaucoup accompagné des entités, des communes, des entreprises pour se préparer à des atteintes à la protection des données, voire, disons, les accompagner en cas d'incident avéré. Il y a un événement dont je peux parler, on en a même fait des workshops avec ce client-là, donc qui autorise qu'on en parle. C'est l'EMS, la maison de Vessie à Genève, qui était victime d'une très grande cyberattaque. Et vraiment, on est intervenu assez rapidement. On a mis en place une équipe. Alors, il y a une équipe technique, l'EMS évidemment, une équipe juridique, de la communication, donc, et qui a permis de bien gérer, et c'est pas évident, mais ça nécessite des compétences pluridisciplinaires, et l'impact en termes d'image est important. Et plus que la sanction qu'on encourt en cas de violation, il y a aussi la sanction de l'image, et c'est très important. Avec l'arrivée de l'IA, on a accentué les grands défis et enjeux au niveau de la protection des données. Pourquoi? J'ai l'impression que ces problèmes existaient déjà avant. Qu'est-ce que l'IA a fait bouger ou accentue d'une certaine manière? Disons, l'IA par définition est très gourmande en données, donc c'est essentiellement sous cet angle-là. Et la facilité finalement en quelque sorte de violer la protection des données, mais de violer aussi d'autres types de secrets, le secret de fonction, le secret médical. Enfin, on peut imaginer un médecin se dire, tiens, je vais mettre un peu la fiche patient, puis comme ça, il va me donner une idée peut-être sur quel traitement on peut donner. Donc, on peut très vite commencer à violer beaucoup de normes de manière très facile en faisant un prompt sans réaliser que les données, alors, sauf cas particulier, vous pouvez avoir de l'IA qui est à l'interne, à l'intérieur de vos propres serveurs, mais prenez des solutions ouvertes et gratuites, enfin, les données partent un peu aux quatre vents. Et donc c'est pour ça que je pense que ça a remis l'accent sur la protection des données, mais qui évidemment n'est pas né avec l'IA, mais on est une facilité finalement de passer outre avec l'IA qu'on avait sans doute peut-être pas avant. C'est dans les mains de toutes et tous. Tu as également fondé le Artificial Intelligence Geneva Summit. Présente-nous cet événement, s'il te plaît, et quel est l'objectif? Alors, l'objectif, donc, ça a été fondé en 2017, il y a eu une édition en 2017, 2018, 2019. Il y a eu une pause pendant le Covid parce que je n'avais pas envie de faire un événement hybride, ça ne me disait rien. L'idée, c'était vraiment de réunir physiquement des gens, des chercheurs, des gens intéressés par ça. Donc, l'édition, la 4e édition s'est tenue l'an passé, et la prochaine se tiendra, donc les 5 ans se tiendront au printemps de l'année prochaine. Et l'idée, c'était vraiment d'aborder sous un angle un peu holistique l'intelligence artificielle, pas une conférence de spécialistes, donc ni une conférence juridique, ni une conférence business où il y a tout un tas de stands où on vend des choses. Enfin, on voulait pas du tout ça, on voulait vraiment axer un peu sur un angle humain, prendre un peu un pas de côté. Et les thématiques reflètent un peu cette volonté. On avait fait tout d'abord les états généraux de l'intelligence artificielle. Après, on avait fait en 2018 des machines et des hommes, l'humain au cœur de l'intelligence artificielle, qu'on a terminé avec un débat littéraire entre Sylvain Tesson et Frédéric Becbédé. Donc, on essayait vraiment de faire venir des gens qui sont un petit peu surprenants et qui apportent des angles de vue différents pour faire un peu réfléchir. On a eu aussi une édition qui était du corps et de l'âme, médecine et religion. Donc on va venir des médecins, le professeur Courtine était venu, on fait venir aussi des dignitaires religieux qui expliquaient la réception de l'intelligence artificielle dans leur religion. On a vraiment essayé de faire des choses un peu différentes et ça a beaucoup plu. On avait aussi dans le public des gens hyper différents, des ados avec des cheveux bleus, avec l'ancien président de la Confédération Pascal Couchepin qui était venu, des ambassadeurs, c'est hyper mélangé, et je trouve que c'est génial, c'est une confrontation d'idées et de points de vue que je trouve vraiment très intéressante. C'est vrai qu'on a commencé bien avant la hype de l'IA, en 2017, c'est quand même assez tôt par rapport à la prise de conscience, je dirais, dans le grand public. Donc on est un vieil événement en quelque sorte dans ce domaine-là, en Suisse. Et donc ça continue l'année prochaine. Oui. Et on a très envie d'y participer parce que ça a l'air très intéressant. Je vous redirai. Et on est en train de finaliser le programme, et ce sera intéressant, ce sera au printemps 2025. Ah, magnifique. Tu fais beaucoup de choses et tu as également fondé les rencontres spectaculaires. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec cet événement, ou c'est encore autre chose? Il n'y a pas de lien, c'est un peu autre chose. Là, c'est vraiment quelque chose qui est encore plus éloigné, je dirais, du droit. Donc, c'est vraiment l'idée
En fait, on s'est rencontrés, on s'appelle comparses entre nous. 3 personnes à s'être rencontrées pendant le Covid. Donc, il y a Caroline Frémont, qui est mécène et amie des arts, qui a une galerie, l'Espace Muraille à Genève. Et Vincent Dubois, qui est un sculpteur, tailleur de pierre, mais qui a à la fois une formation classique, qui refait des monuments historiques, en même temps impliqué dans des projets très contemporains. Et moi, et on s'est rencontrés, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quel pied de nez on peut faire au Covid? On s'est dit, faisons un livre. Et j'ai suggéré qu'on appelle ça les rencontres spectaculaires, c'est-à-dire de faire un livre, et puis une soirée qui ne soit pas uniquement un vernissage où on boit du champagne, mais une continuation en fait des réflexions induites par l'ouvrage, une soirée de performance, de réflexion, de discussion. Donc dans le premier livre qu'on avait intitulé Pour ou contre la mort, sans point d'interrogation, en plein Covid. Donc on avait fait ce livre qui faisait s'exprimer. Donc l'idée, c'est à la fois une dimension littéraire et philosophique, et puis artistique, donc des plasticiens, des peintres. Donc il y aurait cette collision-là aussi, d'avoir des différents angles de vue. Alors, j'ai plus en tête toutes les personnes qui ont participé au premier ouvrage, mais il y avait pas mal de grands noms. Il y avait Sophie Calle, on l'avait mis un peu en collision, ce qui se fait assez rarement dans le monde de l'art contemporain, avec Plonck et Replonck, de la Chaux-de-Fonds. Il y avait une philosophe parisienne, des écrivains. Donc on avait vraiment fait ça, et on avait fini par avoir cette soirée de performance qui a été reportée à cause du Covid, qui s'est tenue 1 an et des poussières après, où vraiment on a fait un vote pour ou contre la mort avec un dépouillement. Bec BD a dépouillé, donc la mort a gagné assez largement. Okay. Et on avait invité aussi la chanteuse parisienne Camille, qui a fait ce qu'elle appelle des lalas, c'est faire danser, chanter les gens, faire des canons, enfin des choses assez improvisées et assez étonnantes en territoire protestant. C'était la première surprise que ça prenne. Et c'était une soirée assez magique où elle a fini, je sais pas, vers minuit, à chanter ses chansons connues, où elle les chantait habillée, couchée dans une baignoire avec juste un guitariste pour 4 personnes qui regardaient. Donc il y avait un côté très intimiste et très agréable. Donc c'est un peu cette idée d'un livre donc, qui est largement diffusé, qui est en librairie en Suisse et en France. Et puis une soirée, alors c'est une soirée privée sur invitation, parce que finalement, si on veut faire ce qu'on souhaite faire, il ne doit pas y avoir trop de monde. Et on est dans des contingences de l'ordre de 60 à 80 personnes. Donc évidemment, c'est très petit. Et donc, fort du fait que la première édition a bien marché, on s'est relancé pour une seconde édition, avec une thématique cette fois autour de la conscience. Conscience es-tu là? Pour d'interrogation cette fois. Et aussi l'idée donc était le même mélange disons d'intervenants, de modes d'interaction. Donc il y a des interviews, avec Raphaël Enthoven, il y a une interview que j'ai faite de Sylvain Tesson. Il y a aussi un côté, disons à la fois ancien et moderne, où on a mis un QR code pour voir l'interview, mais on peut aussi la lire, elle est retranscrite aussi, donc un livre légèrement augmenté. J'ai surtout pas dit à Sylvain, parce qu'il va être très fâché, il déteste tout ça. Ah, ok. Et puis, donc des artistes, des auteurs. Donc il y avait Gianni Motti, il y avait John Armleder, donc tout un tas d'artistes qui ont participé, je dirais, à la fois au livre et à l'exposition et à la soirée. Donc il y a une exposition des œuvres, donc toujours très pluridisciplinaire. On avait aussi, alors j'en oublie, j'ai pas en tête tous les auteurs, mais il y avait Olivia Ronen, qui est une avocate parisienne de confession juive, qui a notamment défendu l'auteur des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam. Donc c'est très intéressant de poser la question de la conscience, comment elle concevait le rôle de l'avocat, ses limites, comment elle se positionnait, ce qui était intéressant. Elle est venue à Genève lors de la soirée pour avoir une discussion sur le sujet. Il y a effectivement un mot dans le livre. Je ne sais pas si vous avez le livre vers vous, est-ce que vous l'avez? J'ai le livre, Ah. je vous l'apporte tout de suite, ce sera plus... Comme ça, je pourrais retrouver le nom des orateurs que j'ai oubliés. Donc voilà l'ouvrage. Il est magnifique. Donc il y a aussi le psychiatre et explorateur Bertrand Piccard. Il y a Mathieu Ricard, qui nous fait part de sa sagesse. Il y a le professeur de droit et éminent musicien Xavier Auberson, qui fait sur l'intelligence artificielle et la création musicale. On a une excellente autrice genevoise, Lolvé Tillmans,
qui a écrit un texte sur finalement les sortes de micro-agressions, qui est un texte très subtil et très délicat, que je trouve vraiment un très excellent texte du livre. On a Tristan Bannon qui fait un livre sur la conscience, qui fait un texte dans le livre sur la conscience de la pulsion. Donc on a vraiment essayé d'avoir un large panel et on a des retours pour l'instant qui sont très positifs, donc on espère qu'on va continuer l'aventure de ces rencontres spectaculaires. Voilà. Pourquoi c'est important pour toi de mêler les artistes? Qu'est-ce que nous disent les artistes du monde futur? Ils ont souvent raison, j'ai l'impression que c'est bien de les écouter. On les Et dans ce écoute, qui arrive mais avec est-ce qu'on l'IA, peut les écouter comme des oracles? On n'en sait rien, parce qu'ils n'ont pas plus de connaissances que nous, ils sont aussi augures que nous, c'est-à-dire pas beaucoup. Mais ils ont souvent une manière d'appréhender le monde, de faire un pas de côté que nous, on n'a pas forcément en étant un peu la tête dans le guidon. C'est aussi pour ça que moi, à titre personnel, j'aime bien faire d'autres choses que rédiger des mémoires et défendre des causes au tribunal. Je pense que c'est là, à cette occasion-là, qu'on s'enrichit, qu'on rencontre des gens, mais qu'on rencontre aussi des points de vue, qu'on confronte des points de vue. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Et faute de ça, il y a quand même un grand risque de complètement s'assécher et de devenir un peu la caricature de soi. Donc de s'ouvrir, de se confronter au monde, aux autres, à leurs avis, parfois divergents, d'être convaincu par d'autres gens, de ne pas rester figé dans ses certitudes. Pour moi, c'est aussi une des clés du succès dans le monde professionnel. En tant qu'avocat, je me nourris beaucoup. Ça n'a aucun rapport, ces rencontres spectaculaires, mais pour moi, ça me nourrit et ça fait vraiment avancer la réflexion. Et je pense que c'est vraiment très utile. Et mon associée a aussi un peu la même, Valentine Bagnou, a aussi un peu la même conception. Elle a fait un livre sur les femmes pénalistes, ça s'appelle Parole d'avocate, qu'on est à sa 3 ou 4e réédition, ça a très bien marché, où elle donne la parole à des femmes pénalistes qui expliquent le cas de leur vie, et puis par ce cas-là, se dévoilent un peu. Dévoilent un peu de leur vie, de leurs doutes, de leur passion. Et ça aussi, et je trouve que ça participe vraiment de quelque chose en tout cas que je trouve très intéressant. Ouais, absolument. J'avais envie de te demander un petit peu quel était l'avenir, pas du droit, mais du métier, des métiers autour du droit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ils vont être définis. Alors certains parlent d'évolution, ça c'est ceux qui se veulent très rassurants. D'autres parlent de révolution, ça c'est ceux qui se veulent très alarmistes. On sait que la vérité souvent est entre deux. Donc évidemment qu'il y aura des évolutions. Je pense qu'on parle là d'évolution forte. La temporalité est difficile à donner. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle a fait son entrée dans les cabinets d'avocats. L'utilisation pour l'instant est restreinte parce qu'on a tout un tas de contraintes légales, réglementaires, éthiques et tout ce qu'on voudra. Puis aussi des freins à l'adoption. Parce que je dis, comme au début, les avocats ne voulaient pas avoir de mail. Enfin, mais donc il y a aussi un petit peu une profession qui, pour une partie de ses membres, n'est pas toujours très ouverte à la nouveauté. Mais il y aura des grosses évolutions, c'est évident. Maintenant, elles devront être cadrées, disons, prises en compte. Mais je ne pense pas qu'on va assister à la disparition de l'avocat. Je pense que c'est un petit peu caricatural. Mais peut-être effectivement une redirection davantage sur le conseil, l'accompagnement stratégique, etc. Sur la création de documents, il est vrai que les outils vont permettre de créer des documents, à tout le moins des premiers jets, de manière assez facile. Donc ça va aider. Il faut concevoir ça comme un outil très avancé dont on ne pourra pas se passer, plus que comme un remplacement. Dans ton quotidien, tu fais beaucoup de choses à côté, tu es intéressé par d'autres choses que le droit. Combien de temps tu libères de temps avec ces outils d'IA? C'est difficile, j'ai pas fait le calcul et je ne vais pas me risquer. Mais ça libère du temps, ça libère du temps. Je veux dire, on Et arrive à le voir. Enfin, ça, oui, je pense qu'on arrive à le voir, mais ça reste encore un petit peu marginal ce que ça libère vraiment comme temps. Mais ça libère aussi, ça permet aussi de trouver des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues par ailleurs ou de cross-checker. Évidemment, maintenant, l'utilisation qu'on fait de l'IA, elle est extrêmement limitée. On ne peut pas mettre de données personnelles, on ne peut pas mettre de données identifiantes. Il y a le secret d'avocat, il y a la protection des données, mais il y a aussi et surtout le secret d'avocat. Donc, ce qui fait que tout doit être abstractisé, on pose des questions. Mais ça peut aider pour trouver une piste, même pour une conférence, de se dire, ah ben tiens, je vais mettre un prompt sur ChatGPT pour voir ce que ça me répond. On n'est pas forcé de suivre ce qui est dit, mais ça nourrit un peu la réflexion. Même si, paradoxalement, du côté de ChatGPT, la réflexion, il n'y en a aucune et l'intelligence non plus, vu que c'est de la computation pure. Mais ça demeure un outil intéressant. C'est comme le dictionnaire, en lui-même n'est pas un être intelligent, mais on y trouve des choses intelligentes, c'est un peu la même chose. Enfin, il n'y a pas d'intelligence dans le dictionnaire, si ce n'est dans ce qui est écrit dedans, et dans l'intelligence artificielle, c'est un peu le même système. C'est la même chose, donc on ne peut pas dire, c'est parce que, comme il n'y a pas d'intelligence, je ne vais pas y avoir recours. Je pense que ce serait un petit peu rapide. Quel est le sujet qui t'obsède en ce moment un sujet dont tu réfléchis souvent et que tu n'as peut-être pas encore la réponse, mais... On en a
Je crois que on en a parlé, mais c'est la question pour moi des deepfakes et des fake news en Ouais. général. Je pense que ça, c'est un problème énorme dont on n'a pas, pour l'instant, pas. Évidemment, il y a une détection des deepfakes, il y a un tas de trucs, mais comment est-ce que sur un plan sociétal, sur un plan international, comment on va prendre en compte ça? Comment est-ce que les systèmes juridiques, économiques, parce qu'on peut aussi engendrer des déstabilisations économiques, politiques, vont gérer cette déferlante, parce qu'il s'agit bien d'une déferlante. Mmh. Et ça, je pense, c'est un grand sujet un grand sujet de préoccupation. Les deepfakes et les fake news, plus généralement, parce qu'évidemment, une fake news n'a pas besoin d'être accompagnée d'un deepfake, elle peut, ça la rend plus crédible. Mais on connaît des deepfakes qui ne sont pas accompagnés, des fake news qui ne sont pas accompagnés de deepfakes. Ouais, c'est vrai que quand on se projette un petit peu dans un monde futur, enfin, le monde futur, ouf, on y est, hein, avec ça, Mais on a c'est déjà assez eu des hauts vertigineux. cabinets, des cas où on a agi en justice pour des deepfakes à assez haut niveau, hein. Mmh. Donc c'est pas quelque chose que l'on imagine, c'est pas une hypothèse. On a Mmh. déjà eu des cas pour des personnes de haut rang avec des deepfakes. Donc ça, c'est déjà actuel et c'est même, je pense, c'était il y a peut-être 1 an. Donc on imagine bien que ça va déferler. Tu es venu avec, le livre, si tu peux juste remontrer, sa cover et le titre «Conscience, es-tu là?» On peut le trouver où? Alors, dans toutes les bonnes librairies, sur la Oui. formule consacrée, aussi sur Internet, donc en Suisse pour l'instant et en France à partir, je crois, du 1er septembre. Ah super, on mettra le lien, dans la description. On demande toujours à nos invités, quelques sources d'informations, ou, bon là je te demande pas un livre, mais que tu souhaiterais partager, une chaîne YouTube, un podcast ou tout autre type Moi, d'information. je ne m'abreuve pas à une source particulière. Je Mmh. dirais que je lis à la fois de la presse spécialisée. Il y en a plein francophones sur disons, sur l'informatique en général, ou des sources anglo-saxonnes comme Wired. J'ai aussi beaucoup de publications par les universités, Harvard, à des fils qui sont assez intéressants. Donc, j'ai pas une chaîne qui serait mon dada, mais vraiment, je pioche à gauche, à droite. Et quand un sujet m'intéresse, ensuite, je vais en guillemets, déjà le contrôler, parce que pour voir si déjà il y a Mmh. effectivement la source paraît réelle, je contrôle avec d'autres sources d'informations, et aussi au moyen de mon fil LinkedIn, où finalement on arrive assez bien à paramétrer, et au fond les contenus sont assez intéressants. LinkedIn est un peu quand même à cet égard l'anti-X, quoi, Mmh. ex-Twitter. Pour moi, la qualité de ce que j'y trouve, en tout cas de mon fil, est plus intéressante sur LinkedIn que sur d'autres. On arrive assez bien à paramétrer pour l'instant. Mais je m'abreuve à plusieurs sources, ouais, disons. Mmh. Consommateur YouTube ou pas vraiment? Oh, oui, quand Ouais. parfois il y a des vidéos, des liens, oui, mais pas de manière, pas uniquement ça en tout cas. OK. Ouais. Question de fin, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander que l'on pourrait inviter sur la chaîne YouTube? Alors en Suisse romande ou de manière plus large aussi à En Suisse l'étranger? romande, c'est bien. Alors moi je dirais Solange Guernauty, parce que je trouve que ce qu'elle dit ne fait parfois pas toujours plaisir à entendre. Je sais que parfois certains la trouvent trop alarmiste, mais je trouve que c'est une voix importante parce Mmh. qu'il, disons, prend ses distances avec le monde, disons, voilà aussi les impératifs économiques, et finalement rappelle certains points qui méritent d'être rappelés. Donc je trouve que c'est une bonne piqûre de rappel. Eh bien, c'est une très bonne idée. On va lancer cette invitation. Nicolas, merci infiniment Merci beaucoup, et on espère être invité à cette soirée, spectaculaire. on verra. Bon après-midi. Merci beaucoup.